Et on vous parle de la tech et on vous parle du procès de Meta aux États-Unis avec vous, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonjour. Bonjour Aude. Alors Meta, en fait, il faut rappeler que le groupe est accusé de position dominante sur les marchés des réseaux sociaux par la FTC, la Federal Trade Commission. Est-ce que ce procès pourrait aller jusqu'à une restructuration du groupe de Mark Zuckerberg, selon vous? Il va falloir en parler. En tout cas, peut-être un rappel déjà des faits. De quoi on parle exactement avec ce procès, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents. Ça s'est ouvert hier devant un juge du district de Washington. Ça devrait durer 8 semaines, environ donc 2 mois. Et puis pour des faits qui remontent à 2012-2014, et notamment une plainte de la FTC, vous l'avez dit, qui avait été déposée à la dernier jour de l'administration Trump 1, donc c'était en 2020. La FTC, c'est un peu l'équivalent de notre DGCCRF, autorité indépendante, qui a pour but de vérifier que à la fois les droits du consommateur sont respectés, le tout dans le cadre d'une concurrence la plus parfaite possible. Et en gros, qu'est-ce qu'il reproche à Meta, qui était alors Facebook? Il reproche notamment d'avoir racheté Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars et WhatsApp en 2014 pour 19 milliards. L'objectif, selon la FTC de Facebook alors, c'était de faire tout simplement disparaître ses concurrents en les rachetant et puis en s'assurant de fait un monopole sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui est reproché. Mais oui, mais de quoi se plaint la FTC? Parce qu'à l'époque, elle a été consultée et elle a autorisé en 2012 et en 2014 les rachats, donc Instagram et WhatsApp. Ça, c'est le côté génial du truc, vous avez tout à fait raison, Aude, puisque ça a été à chaque fois validé, mais qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique qu'à l'époque, eh bien voilà, Facebook n'aurait pas été honnête dans ses intentions et que surtout l'état de la concurrence aujourd'hui justifie son action. Alors ça, je trouve que c'est quand même un argument particulièrement spécial, c'est qu'à l'époque... Elle a manqué de vision. Voilà, à l'époque, c'était OK, mais en fait, ils n'avaient pas compris que tout ce que ça impliquait. Bon, ça, c'est un peu léger. Donc, en gros, là aussi, Meta est accusé d'avoir abusé de cette position monopolistique. Alors, sur un point très particulier, ils attaquent en fait monopole, et c'est là, à mon avis, on va en reparler, que ça va être très difficile à défendre, monopole sur les réseaux sociaux personnels, comprendre ceux qui permettent de rester en contact avec sa famille et ses amis, ce qui voudrait dire qu'a priori, un réseau social qui est plus basé sur les vidéos comme TikTok ou YouTube ne rentrerait pas dans cette case bien spécifique. Bon, à voir si le juge s'y retrouve à ça. Et qu'est-ce qu'ils mettent à l'appui de leur argumentation? Eh bien, des mails, notamment la correspondance de Mark Zuckerberg. Il parle d'une stratégie de buy or bury, on achète ou on enterre. Et donc, ils expliquent notamment, il y a un email de Mark Zuckerberg, plein d'autres en 2008, qui disait mieux vaut acheter que concurrencer. Alors, il est à l'époque âgé de 24 ans. Un collaborateur qui lui demande s'il fallait se payer Instagram pour neutraliser un concurrent, acquérir des talents, intégrer des produits ou pour une autre raison, le PDG avait répondu la première et la troisième raison, voilà, ce qui montrerait qu'à l'époque, il avait déjà une vision très précise de ce qu'il voulait faire avec ces deux concurrents qui font maintenant partie intégrante de Meta. Mais alors que cherche maintenant la FTC? Qu'est-ce qui est possible? Alors que cherche la FTC? Pourquoi pas carrément un démantèlement de Meta où il faudrait, pour sortir de cet abus de position déminente, faire des spin-offs. Voilà, exactement, revente Instagram d'un côté, WhatsApp de l'autre. Alors ce serait quand même un scénario effectivement catastrophe, puisque il faut savoir qu'aujourd'hui Instagram, puisque on va pas se le cacher, Facebook est quand même un petit peu en perte de vitesse, mais Instagram, c'est la moitié des revenus publicitaires de Meta aux États-Unis, donc ce serait quand même pas une bonne nouvelle. Mais est-ce que ça a vraiment des chances de se produire, en plus dans le contexte actuel, on va dire, de l'administration Trump, qui va quand même un peu protéger ses bébés? Après, est-ce que ça a des chances de se produire? Honnêtement, à mon sens, pas vraiment. Alors c'est rigolo parce que Mark Zuckerberg était convoqué, ils l'ont fait rentrer dans l'arène très très tôt pour justifier sa position. Et il expliquait, et je dois dire que je suis un petit peu d'accord avec lui, que quand même, d'un côté, il y a aussi le fait que dans cette attaque de la FTC, cette situation de monopole aurait pu, je cite, nuire aux consommateurs. Bon, on voit quand même l'investissement que Facebook a fait dans ces deux réseaux sociaux, ces deux applications, avec le développement de nouvelles fonctionnalités, avec, on peut imaginer aussi un support technique. On n'a pas vraiment l'impression, j'imagine, vous et moi, quand on utilise Instagram ou WhatsApp, que le service s'est véritablement dégradé depuis le rachat de Meta. Et puis,
Zuckerberg pointe là aussi à très juste titre que le fait que des applications de réseaux sociaux, y compris qu'on pourrait qualifier comme personnelles, il y en a des tas d'autres. On pourrait citer iMessage sur Apple, on pourrait citer Reddit, on pourrait mettre en avant le développement de Snapchat, enfin bref, des tas de messageries cryptées ou autres qui ont vu leur apparition. Donc dire là-dessus qu'il y avait une position dominante de Facebook devenue Meta, ça semble quand même un peu fort de café. D'ailleurs, c'est rigolo, puisque le juge qui a tranché le cas a clairement dit dès le départ que la FTC, elle allait devoir faire face, c'est la FTC, pas Meta, à des questions difficiles sur la capacité de ces accusations à tenir la route devant la cour. Oui. Ah ouais, donc peut-être l'attaquant qui va être attaqué. En tout cas, ils vont devoir être un petit peu bons, ouais. Et Mark Zuckerberg, lui, il voulait à tout prix éviter ce procès. Peut-être parce qu'il y a une question d'image. D'ailleurs, l'action hier était en baisse, alors que finalement, le reste de la tech c'était relevé. C'était une baisse minime, moins 2,2. Mais c'est vrai que il n'avait pas forcément envie de ce procès. Et puis, c'est quelque part un petit peu, puisque vous parlez des rapports entre l'administration Trump et la tech, c'est peut-être un peu l'état de ces géants de la big tech face aux nouveaux locataires de la Maison Blanche, parce qu'effectivement, Meta n'est pas tout seul dans cette galère. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit que le 21 avril, il y aura le deuxième procès de Google qui va s'ouvrir pour déterminer les sanctions, puisqu'elle a été en août 24 reconnue coupable d'avoir illégalement maintenu la position dominante de son moteur de recherche grâce à des accords avec Apple. Et là, ça me semble beaucoup plus solide que ce qu'on reproche aujourd'hui à Meta. On a Apple aussi qui a déjà prévu de faire appel, puisque pour son activité intermédiaire publicitaire. Et puis on a Amazon en octobre 2026 qui aura un procès également pour stratégie anticoncurrentielle et déloyale sur sa plateforme d'e-commerce. Et puis Apple attend lui la date de son audience depuis les plaintes de mars 2024, l'accusant d'avoir favorisé les appareils de son écosystème en empêchant ses concurrents d'utiliser certains éléments matériels logiciels. Ça aussi, me semble-t-il, c'est un dossier un peu plus solide que celui que... Mais alors est-ce que c'est pour ça qu'on a vu ces patrons se rapprocher de Donald Trump, alors à la fois avant l'élection et puis aussi depuis, parce que finalement Donald Trump aurait le pouvoir de mettre fin à ces procès, à ces poursuites? C'est un peu de tout ça. Alors après, on sait aussi qu'il y avait plusieurs choses qui déplaisaient à ces patrons de la Big Tech. Il y avait notamment le surcroît de régulation qu'on attendait sur l'IA, peut-être aussi l'intégration de clauses ESG, vous savez, les critères. Et Trump, c'est des réglementations. Voilà, de plus en plus compliqué, de plus en plus. Donc ça faisait. Et puis, vous savez, Aude, cette taxe qui revient, qui est souvent revenue un peu comme un serpent de mer du temps de l'administration démocrate, la taxe sur les plus-values latentes. Vous savez, vous n'avez pas encore vendu vos actions, mais vous pourriez être quand même taxé dessus. Ça, c'était vraiment pas vu d'un bon oeil. En tout cas, vous l'avez dit à juste titre, c'est vrai qu'il y a eu un rapprochement assez incroyable de Mark Zuckerberg. Quand on regarde un petit peu tous les signes d'allégeance qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'on a? On a donc, il avait rendu visite dans sa résidence de Mar-a-Lago. Il était présent, il avait participé au financement de la cérémonie d'investiture. Ça a été aussi sur Facebook, vous savez, la fin du fact-checking, beaucoup moins de modération sur certains aspects, annulation des initiatives de promotion interne de la diversité, vous savez, les fameux départements DEI, et puis autre quand même, cette incitation à retrouver de l'énergie masculine au sein de l'entreprise. C'est beau comme un film de John Wayne. Mais pour le moment, il y a quand même une forme d'ambivalence en face du pouvoir américain. Ouais. On ne sait pas trop. Oui, mais c'est ça. C'est un peu toujours, finalement, on a l'impression que quel que soit le sujet, on ne sait pas. C'est-à-dire que d'un côté, vous l'avez dit, il y avait plutôt le fait que Trump est arrivé en disant « nous, on va déréguler l'IA, cette priorité mise sur l'IA », de dire aussi quand même qu'il fallait des entreprises de la tech puissantes face au grand rival chinois. Et puis de l'autre, il y a cette petite musique reprise aussi par le vice-président sur la little tech face à la big tech, le fait que ces grosses entreprises auraient empêché finalement l'innovation en mettant, soit en rachetant, soit en mettant des bâtons dans les roues de ces petites entreprises innovantes. Donc c'est pas effectivement, c'est pas très clair. Ce qu'on peut le voir, on voit aussi quand même que cette histoire complètement dingue des droits de douane sur notamment l'iPhone, pour résumer, mais en tout cas pour les produits informatiques venant de Chine, ça a quand même été vite réglé parce qu'on se dit mais là ça va quand même vraiment frotter très très fort. Donc je pense que c'est ça, ambivalence c'est le mot. D'un côté il y a le fait que je pense que l'administration Trump est très consciente du poids de ces sociétés
et de leur rôle. Et de l'autre, je pense qu'on attendait peut-être un accord transactionnel, puisqu'ils ont cette capacité qui n'est pas venue, qui peut venir encore pendant le procès. Mais est-ce que c'est pas une façon de les laisser un petit peu sous pression en disant, vous avez vu, vous avez intérêt à être gentil avec moi, parce que si vous voulez, moi je peux continuer à vous embêter comme ça, et puis à vous faire témoigner comme ça devant le tribunal. Donc c'est ça, on manie toujours le chaud et le froid en permanence. C'est la marque de fabrique de l'administration Trump. Eh bien, beaucoup merci Laurent Grassin d'être venu nous parler de Meta et finalement de toute cette big tech américaine entre chaud et froid donc avec Donald Trump. Merci Aude.